La tasse de thé tremblait dans mes mains tandis que je restais figé derrière la porte de la cuisine. La porcelaine fragile menaçait de se briser sur le parquet. La voix de mon fils résonnait à travers la fine barrière qui nous séparait, chaque mot comme un couteau s'enfonçant plus profondément dans ma poitrine. Ma mère. Je ne peux pas continuer à la porter. C'est un fardeau, dit Kevin avec un sourire que je ne pouvais pas voir, mais que j'entendais dans sa voix. Cette cruauté désinvolte était devenue aussi familière que son rituel du café matinal. Sa femme, Louise, ricana, un bruit de verre brisé. Il est peut-être temps d'opter pour une résidence avec service, ma chérie. Imagine tout l'espace qu'on aurait. La tasse de thé tomba alors, se brisant sur le carrelage de la cuisine avec un bruit qui sembla résonner à travers mes 63 ans de vie. Mais ils ne l'entendirent pas à cause de leur rire, leur analyse désinvolte de ma valeur réduite à la superficie et aux dépenses mensuelles. J'avais été Abigail Maloney pendant 37 ans de mariage, et Abigail Maloney pendant les 4 années qui avaient suivi la mort d'Harold. J'avais été la mère de Kevin pendant 42 ans, je l'avais porté pendant 9 mois, je l'avais soigné malgré ses fièvres, j'avais célébré ses diplômes, j'avais dansé à son mariage. J'avais été bien des choses, mais jamais, au grand jamais, je n'avais été un fardeau. Le soleil matinal entrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant le tas de porcelaine brisé à mes pieds. Chaque éclat captait la lumière comme de minuscules miroirs, me renvoyant des fragments de ma vie. Je m'agenouillai prudemment, mon arthrite protestant, et commençai à ramasser les morceaux. L'un d'eux me coupa le doigt, et je contemplais la flaque de sang sur la céramique blanche, me disant qu'il était normal que je saigne sur les restes de quelque chose qui avait autrefois contenu de la chaleur. « Tu as entendu quelque chose ?» La voix de Louise s'éleva du salon. « C'est juste la vieille maison qui se tasse, » répondit Kevin d'un ton dédaigneux. Comme je le disais, on pourrait transformer sa chambre en bureau. Dieu sait que j'ai besoin d'espace maintenant que l'entreprise s'agrandit. Je me suis relevé lentement, serrant les morceaux brisés dans ma paume. La coupure sur mon doigt avait déjà cessé de saigner. Mais quelque chose en moi s'était ouvert et mettrait beaucoup plus de temps à guérir. Je me déplaçais dans la cuisine avec les pas prudents de quelqu'un qui avait appris à se faire petit, invisible, léger. C'était ma cuisine autrefois. Harold et moi avions choisi chaque meuble, chaque plan de travail, chaque appareil électroménager, avec la réflexion minutieuse de ceux qui construisent une vie ensemble. Nous avions prévu de vieillir ici, de voir nos petits-enfants apprendre à marcher sur ce même parquet. Mais Harold avait apparemment d'autres plans, me laissant à 59 ans avec une hypothèque, un cœur brisé et un fils qui voyait mon chagrin comme une opportunité d'acquérir un bien immobilier. Maman n'accepterait jamais de vendre, continua Kevin, sa voix prenant ce ton enjôleur qu'il avait appris à maîtriser enfant. Elle est trop attachée à cet endroit, mais une résidence avec service, on pourrait lui présenter ce qui lui conviendrait le mieux. De meilleurs soins, des activités sociales, des gens de son âge. Des gens de son âge, comme si j'étais une vieille relique à ranger avec d'autres de mon âge, comme des livres dans une bibliothèque que personne ne fréquente plus. J'avais emménagé chez Kevin et Louise 6 mois auparavant, après que le médecin m'eût trouvé inconscient dans le jardin. Il avait parlé d'un léger arrêt cardiaque, provoqué par le stress et l'isolement. Kevin avait insisté sur le fait que je ne pouvais plus vivre seul, se présentant comme le fils dévoué sacrifiant sa vie privée pour le bien-être de sa mère. Le journal local avait même publié un petit article à ce sujet. Un avocat local ouvre ses portes à une mère veuve, avec une photo du sourire rhétorique de Kevin et de la fausse chaleur de Louise. Ce qu'il n'avait pas mentionné, c'était comment j'avais cédé mes chèques de sécurité sociale pour contribuer aux dépenses du ménage. Comment j'avais liquidé l'assurance vie d'Harold pour financer la rénovation du bureau de Kevin. Comment j'étais progressivement devenu la babysitter à domicile de leur jumelle pendant que Louise préparait sa licence d'agent immobilier, et que Kevin travaillait tard le soir sur des dossiers qui semblaient toujours nécessiter des dîners coûteux et des tournois de golf le week-end. Elle a ce coffre-fort à la First National, disait Louise, sa voix prenant cette pointe calculatrice que j'avais appris à reconnaître. Et la pension d'Harold continue de rentrer. Elle ne serait pas sans ressources. La pension s'arrête à sa mort, répondit Kevin d'un ton neutre. Mais tu as raison pour le coffre-fort. Elle n'a jamais dit ce qu'il contenait. Je me suis collé contre le mur de la cuisine, le cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il l'entendait. Le coffre-fort. Ils ignoraient tout du reste, les comptes qu'Harold avait ouverts, les investissements qu'il avait faits, les précautions qu'il avait prises malgré mes protestations, affirmant que nous n'en aurions jamais besoin. Nous ne sommes pas des monstres, poursuivit Kevin,
sa voix prenant ce ton d'auto-justification qui signifiait qu'il essayait autant de se convaincre lui-même que sa femme. Nous pensons à ce qui est le mieux pour chacun. Elle serait plus heureuse avec des gens de son âge, et nous reprendrions nos vies. Nos vies sont revenues, comme si ma présence leur avait en quelque sorte volé leur existence plutôt que l'inverse. L'horloge du grand-père dans le couloir sonna 8 coups, sa voix grave marquant une nouvelle heure dans ce qui était devenu une prison de gratitude factice et de sourires forcés. Je marquais le pas depuis la mort d'Harold, existant dans les espaces entre les vies des autres, me rétrécissant pour tenir dans des recoins qui se rétrécissaient chaque jour. Mais quelque chose avait bougé à cet instant, derrière la porte de la cuisine. Une plaque tectonique au plus profond de ma poitrine s'était déplacée, et je sentais le tremblement de terre arriver. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai contemplé le jardin que j'avais autrefois entretenu avec tant de soin. Les roses qu'Harold avait plantées pour nos 20 ans de mariage fleurissaient malgré mon absence, leurs pétales d'un rouge profond se déployant vers le soleil avec une provocation que j'enviais. Elles n'avaient pas besoin de permission pour occuper l'espace. Elles ne s'excusaient ni de leurs épines ni de leur beauté. Derrière moi, Kevin et Louise continuaient de démolir ma dignité sans cérémonie. Leur voix résonnait comme un bourdonnement de fond, au rythme de la rage qui montait dans ma poitrine. Ils parlaient de moi comme si j'étais déjà parti, comme si la femme qui avait élevé Kevin, qui l'avait aimé pendant son adolescence difficile, qui avait célébré ses victoires et pleuré ses défaites, avait déjà disparu. Mais je n'étais pas parti. Pas encore. Je me détournai de la fenêtre et me dirigeai vers le petit bureau où je rangeais mes papiers personnels. Mes mains étaient maintenant fermes, déterminées. Je sortis mon carnet d'adresses, un vieux carnet relié en cuir dont Kevin m'avait souvent taquiné en des jours meilleurs, et feuilletai les pages jusqu'à trouver ce que je cherchais. James Foster, mon conseiller financier, un vieil ami d'Harold, qui nous avait aidé à gérer les complexités de la planification de la retraite et qui m'avait toujours traité avec le respect d'un partenaire égal plutôt que d'un bénéficiaire. Il m'avait répété à plusieurs reprises que j'étais financièrement indépendante et que j'avais le choix. À l'époque, j'avais hoché la tête poliment et rangé l'information, sans jamais imaginer que j'en aurais besoin. Mais j'en avais besoin maintenant. J'ai décroché le téléphone et composé son numéro, mon doigt se déplaçant avec la précision de la mémoire musculaire. Il a sonné 2 fois avant que sa voix familière ne réponde. « James, c'est Abigail Maloney. J'ai besoin de te voir aujourd'hui. » « Abigail, bien sûr. Tout va bien ? » Je regardais vers le salon où mon fils et sa femme planifiaient encore mon exil avec l'efficacité désinvolte de ceux qui se débarrassent de meubles superflus. « Non, dis-je doucement. Mais ça va arriver. » Le bureau de James Foster n'avait pas changé depuis la mort d'Harold, il y a 4 ans. Le même bureau en acajou dominait l'espace. Les mêmes livres reliés en cuir bordaient les murs, et la même odeur rassurante de café et de papier flottait dans l'air. Mais j'avais changé. La femme qui s'était assise sur cette chaise 4 ans plus tôt, accablée par le chagrin et les formalités administratives, avait disparu. À sa place se trouvait une personne plus dure, plus concentrée, avec un regard qui avait trop vu et trop peu pardonné. « Abigail » dit James en s'installant sur sa chaise en face de moi. À 72 ans, il se déplaçait avec la dignité prudente d'un homme qui avait appris à faire en sorte que chaque geste compte. « Tu avais l'air pressé au téléphone. »« J'ai besoin de savoir exactement ce que j'ai, » ai-je dit sans préambule. « Chaque compte, chaque investissement, chaque dollar qu'Harold m'a laissé. Et j'ai besoin de savoir ce qui m'appartient à moi seul. » James haussa un sourcil, mais ne remarqua pas mon changement soudain de ton. Il connaissait Harold depuis 30 ans et nous avait vu construire notre vie ensemble, pierre après pierre. Il comprenait que le deuil pouvait hiberner pendant des années avant de se transformer en quelque chose de complètement différent. Bien sûr. Il sortit un épais dossier, mon dossier, et l'ouvrit avec une efficacité éprouvée. Commençons par l'essentiel. La pension d'Harold, que vous percevez, qui cesse à votre décès. Oui, mais ce n'est pas votre seul revenu. Il étala plusieurs documents sur le bureau. Il y a votre propre sécurité sociale, les transferts d'IRA, les obligations municipales qu'Harold a achetées en votre nom et le compte d'investissement qu'il a créé spécifiquement pour votre indépendance. Je me suis penché en avant, étudiant les chiffres. Combien ? Environ 847 000 $ de liquidités, plus la maison de Millbrook, celle que tu possédais avant la mort d'Harold. Elle est louée, mais le bail des locataires expire le mois prochain. J'en ai eu le souffle coupé. Harold avait toujours géré les finances, affirmant que je n'avais pas à m'en soucier. Je lui avais fait entièrement confiance,
sans jamais remettre en question ses décisions ni exiger d'explications détaillées. Je réalisais maintenant que cette confiance avait été un don qui perdurait bien au-delà de sa mort. La maison de Millbrook, 2 chambres, une salle de bain, avec un jardin à l'arrière. Harold et toi l'avez achetée pour la louer il y a 15 ans. Elle génère $1 200 par mois, qui sont automatiquement versés dans votre fonds d'indépendance, comme l'appelait Harold. Fonds d'indépendance. Même mort, Harold pensait à ma liberté. Et l'argent que je donne à Kevin pour les dépenses du ménage. James serra les dents, presque imperceptiblement. C'est ta sécurité sociale, que tu as le droit d'utiliser comme bon te semble. Mais Abigail, tu n'as pas besoin de contribuer aux dépenses du ménage de qui que ce soit. Tu es financièrement indépendante. Les mots flottaient dans l'air comme une révélation. Indépendant. J'avais toujours été indépendant. J'avais simplement oublié que l'indépendance était un muscle qui s'atrophiait sans être utilisé. J'ai dit, je dois accéder à tout. Clôturer tous les comptes joints, m'assurer que Kevin n'a pas accès à mes fonds et faire en sorte que la maison Millbrook soit immédiatement disponible. Abigail, que s'est-il passé? J'ai regardé cet homme qui avait été l'ami d'Harold, qui m'avait vu traverser le veuvage avec la patience et la gentillesse de quelqu'un qui comprenait la perte. Il méritait l'honnêteté. Mon fils me prend pour un fardeau. Il envisage de m'installer en résidence médicalisée pour transformer ma chambre en bureau à domicile. Ces mots avaient un goût amer, mais les prononcer à voix haute les privait de leur pouvoir blessant. Je l'ai entendu en discuter avec sa femme ce matin. Il riait. Le visage de James s'assombrit. Je vois. Je ne veux pas être jeté comme un vieux meuble. Je ne veux pas être rangé avec d'autres personnes âgées gênantes pour que mon fils puisse développer son entreprise. Je l'ai mieux élevé que ça. Du moins, je le croyais. Que veux-tu faire? Je veux disparaître aujourd'hui avant qu'il ne rentre du travail et continuer à planifier mon exil. James hocha lentement la tête. Je peux préparer les papiers d'ici 2 heures. Compte bancaire, carte de crédit, tout sera transféré à ton nom. La maison Millbrook. Je vais devoir contacter la société de gestion immobilière, mais je peux accélérer le processus. Et mes affaires? En avez-vous beaucoup chez? J'y ai réfléchi. Quand j'ai emménagé il y a 6 mois, je n'avais emporté que l'essentiel, laissant la plupart de mes affaires dans un garde-meuble. Kevin avait insisté sur le fait que je n'aurais pas besoin de grand-chose, que ce n'était qu'un arrangement temporaire en attendant que je me remette sur pied. Je réalisais maintenant qu'il avait tout prévu depuis le début. Me rendre dépendante, me maintenir petite, me maintenir reconnaissante. Juste des effets personnels, des vêtements, des photos, quelques bijoux. Voyager léger. Nous ferons venir des déménageurs pour récupérer vos affaires au garde-meuble et les livrer à Millbrook. Il se laissa aller dans son fauteuil. Abigail, es-tu sûre de ça? Une fois que tu auras fait ce pas, il n'y aura plus de retour en arrière. Bien, dis-je fermement. Je ne veux pas revenir en arrière. 2 heures plus tard, je suis sorti du bureau de James avec un nouveau chéquier, de nouvelles cartes de crédit et un jeu de clés d'une maison dont j'avais oublié que j'étais propriétaire. Le soleil de l'après-midi me caressait le visage différemment, plus chaud, plus accueillant. J'avais de l'argent en poche, un toit au-dessus de ma tête et, pour la première fois depuis des mois, j'avais le choix. Je me suis rendu chez Kevin. Je ne pouvais plus m'y sentir chez moi et je suis entré par la porte de derrière. Le silence me semblait différent maintenant que je savais qu'il était temporaire. Je me déplaçais d'une pièce à l'autre tel un fantôme, rassemblant les morceaux épars de ma vie avec une efficacité méthodique. Dans la chambre qu'il m'avait aimablement laissé utiliser, j'ai rangé mes vêtements dans 2 valises. Les photos d'Harold ont été placées dans mon sac à main, avec les bijoux de ma mère et la petite boîte en bois contenant les lettres d'Harold de l'époque où nous nous fréquentions. Tout le reste, les livres, les objets de décoration, les débris accumulés d'une vie vécue dans l'espace des autres, je les ai laissés derrière moi. Dans la cuisine, j'ai écrit un mot sur le même papier que j'utilisais pour mes listes de courses et mes pense-bêtes. Kevin et Louise, j'ai décidé de prendre d'autres dispositions. Ne vous inquiétez plus de me déranger. Je vous contacterai pour mes affaires. Maman. Je l'ai laissé sur le comptoir, à côté du sucrier, où il serait sûr de le trouver. Puis je suis allé dans la buanderie et j'ai passé un coup de fil. City Electric, je dois débrancher le service au 428 rue Maple. Avec effet immédiat. Oui, je suis la titulaire du compte. Abigail Maloney.
Ensuite, la compagnie de gaz, puis le service des eaux. À chaque appel, je sentais un autre fil qui me reliait à cet endroit se rompre net. Je n'étais pas vindicatif. J'étais pragmatique. Si je ne vivais plus ici, pourquoi devrais-je payer pour des services que je n'utilisais pas? La fermeture du compte chèque commun a pris plus de temps, nécessitant un déplacement à la banque où j'étais client depuis 15 ans. La caissière, une jeune femme nommée Rosa, semblait inquiète en remplissant les papiers. Madame Maloney, le compte sera donc insuffisant pour le prélèvement automatique prévu ce mois-ci. C'est exact, dis-je calmement. Je clôture ma part du compte. Monsieur Kevin Carter devra prendre d'autres dispositions. À 16 heures, je roulais vers Millbrook, mes valises sur la banquette arrière et une étrange légèreté dans la poitrine. Je ne m'étais pas senti aussi libre depuis la mort d'Harold. Je ne m'étais pas senti aussi bien depuis des années. La maison d'Elm Street était plus petite que dans mes souvenirs, mais c'était la mienne. La clé tourna facilement dans la serrure et je pénétrai dans un espace qui sentait légèrement le cirage au citron et la peinture fraîche. La société de gestion immobilière l'avait bien entretenu, et les locataires qui partaient l'avaient laissé propre et prêt à être occupé. J'ai parcouru les pièces vides, mais pas résonnant sur le parquet. La chambre principale était orientée à l'est, garantissant ainsi le soleil matinal. La cuisine était compacte mais fonctionnelle, avec une fenêtre donnant sur le jardin, où Harold avait planté des arbres fruitiers qui étaient maintenant matures et chargés de pommes de fin d'été. Dans le salon, j'ai trouvé un mot des précédents locataires me remerciant pour mon attention et s'excusant pour la petite tache sur la moquette du couloir. Ils avaient laissé une bouteille de vin et un bouquet de fleurs sur la cheminée, ainsi qu'une liste de commerces et services locaux. J'ai ouvert le vin et me suis servi un verre, puis je me suis assis dans le salon vide tandis que le soleil commençait à se coucher. Quelque part à l'autre bout de la ville, Kevin et Louise étaient probablement en train de découvrir mon message, essayant probablement de m'appeler. Mais j'avais laissé mon téléphone dans leur chambre. Un autre fil coupé. Demain, j'achèterai un nouveau téléphone avec un nouveau numéro. J'achèterai des meubles et des provisions, et je reprendrai ma vie. Mais ce soir, j'étais assis chez moi, buvant du vin, et regardant les ombres s'allonger sur les sols qui m'appartenaient. L'horloge de grand-père qui sonnait les heures de ma captivité était désormais silencieuse. Mais je sentais le temps s'écouler différemment autour de moi, non plus mesuré en instants d'endurance, mais en possibilités s'étendant devant moi comme une route ouverte. J'ai levé mon verre à la salle vide. À l'indépendance, ai-je dit à voix haute, et ma voix résonna avec une force que j'avais presque oubliée. Le téléphone s'est mis à sonner à 6h47. Je le savais, car j'étais allongé dans ma nouvelle chambre, éveillé, à regarder la lumière matinale filtrée à travers des rideaux que j'avais oubliés, à écouter les bruits du quartier qui s'éveillaient autour de moi. Le téléphone de la maison, une ligne fixe que les précédents locataires avaient gardée connectée, a commencé à sonner avec insistance depuis la cuisine. Je l'ai laissé sonner. À 7h30, il avait sonné 14 fois. J'ai compté chaque cycle, chaque tentative désespérée pour me joindre, tel un métronome marquant le rythme de la panique grandissante de Kevin. Quand il s'est enfin arrêté, le silence a sonné comme une victoire. J'ai préparé du café dans la petite cuisine avec du marc acheté la veille au soir lors d'un rapide passage à l'épicerie. Tout semblait différent quand on dépensait son propre argent et qu'on faisait ses propres choix. Le café avait meilleur goût. L'air du matin sentait plus frais. Le simple fait de choisir la tasse à utiliser me semblait une petite rébellion contre des mois passés à demander la permission pour tout. Le téléphone a sonné à nouveau à 8h15. Cette fois, j'ai répondu. Bonjour, maman. Mon Dieu, où es-tu? En rentrant, nous avons trouvé ton mot, il n'y avait plus d'électricité ni d'eau. Bonjour, Kevin, dis-je calmement en ajoutant du sucre à mon café. J'espère que tu as bien dormi. Mais qu'est-ce qui se passe? Louise est hystérique. Les filles demandent où est passée grand-mère. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Je n'ai pas disparu. J'ai déménagé. Il y a une différence. Un silence. J'entendais la voix de Louise en arrière-plan, aiguë et pressante. Bien. Qu'elle soit hystérique. Qu'elle réalise que le babysitting gratuit et les contributions ménagères avaient disparu avec moi. Maman, quoi qu'on ait pu faire pour te contrarier, on peut en parler. Rentre à la maison. On trouvera une solution. Maison. Le mot lui semblait étranger, comme s'il avait oublié ce qu'il signifiait. Je suis à la maison, Kevin. Pour la première fois depuis des mois,
je suis vraiment à la maison. De quoi tu parles? Tu n'as nulle part où aller. Tu n'as pas les moyens. En fait, je peux me permettre pas mal de choses. Savais-tu que ton père m'avait laissé une très bonne fortune? J'ai une maison, des investissements, des revenus. Je suis ce qu'on pourrait appeler financièrement indépendant. Le silence a duré si longtemps que je me suis demandé s'il avait raccroché. Tu as une maison? J'ai une maison. Celle d'Elm Street à Millbrook. Ton père l'a achetée pour la louer il y a des années. Elle génère des revenus depuis tout ce temps. Des revenus qui s'accumulent dans ce qu'Harold appelle mon fonds d'indépendance. Tu n'as jamais mentionné. Tu n'as jamais posé la question. Tu étais trop occupé à calculer le montant de ma sécurité sociale dont tu aurais besoin pour payer ton prêt immobilier. Un autre silence. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix avait changé, adoptant le ton enjôleur qu'il utilisait enfant pour obtenir quelque chose. Maman, je sais que tu es contrariée. On a peut-être été trop vite en parlant de résidence assistée. On peut ralentir. Prendre le temps d'examiner tes options. Mes options, ai-je ri. Et ça faisait du bien de rire de lui plutôt qu'avec lui. Kevin, je t'ai entendu hier matin. Tu m'as traité de fardeau. Louise et toi comptiez me jeter comme si j'étais un meuble cassé pour pouvoir agrandir ton bureau. Vous écoutiez une conversation privée chez mon fils, où j'étais son invité. Du moins, c'est ce que je croyais. Il s'avère que je payais un loyer sans m'en rendre compte. Ce n'est pas l'argent que tu as donné, c'était juste quoi? Mon chèque de sécurité sociale dont tu avais besoin pour payer ton prêt immobilier? Mon argent pour les courses qui, d'une manière ou d'une autre, n'a jamais vraiment couvert les dépenses? Mes cotisations pour des services que je n'aurais apparemment pas dû utiliser. J'entendais la voix de Louise devenir plus forte en arrière-plan, mais je ne comprenais pas ses paroles. Elle voulait probablement savoir combien d'argent j'avais réellement, calculant combien ils avaient perdu quand je suis parti. Écoute, on a fait des erreurs. On peut réparer ça. Rentre à la maison, on s'assoira et on discutera comme des adultes. Je parle en adulte, Kevin. Je parle en adulte qui a des choix et qui ne dépend pas de ta charité. Je parle en adulte qui paie ses factures et prend ses propres décisions. Maman, tu es déraisonnable. Tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça. En fait, oui. J'ai découvert que je pouvais faire beaucoup de choses que je ne pensais pas pouvoir faire. C'était très instructif. Le téléphone s'est à nouveau éteint, mais j'entendais des murmures. Ils discutaient, essayant probablement de décider d'une nouvelle stratégie. J'imaginais Louise en train de conseiller Kevin sur ce qu'il devait dire, comment retourner la situation en leur faveur. Tu manques aux filles, dit-il finalement, jouant ce qu'il pensait être son atout. Emma a demandé où était grand-mère. Elle a pleuré. Emma, ma petite fille de 8 ans, avec le regard d'Harold et mon menton têtu. L'idée de ses pleurs me bouleversait, mais j'avais appris à reconnaître la manipulation émotionnelle. Alors, amène-la me voir. Elle est la bienvenue quand elle veut. Tu as mon adresse. En fait, nous ne. 428 M Street, Millbrook. C'est à environ 20 minutes de chez toi. Je serai là. Maman, s'il te plaît. Retrouvons-nous dans un endroit neutre. Discutons-en. Nous en discutons. Tu découvres que le fardeau dont tu voulais te débarrasser s'est évaporé de ta vie. Problème résolu. Vous êtes notre famille. Non, Kevin. Je suis ta mère. Il y a une différence. Dans une famille, on ne se mesure pas en termes de confort et de superficie. J'entendais la voix de Louise se faire plus insistante et les réponses de Kevin plus frustrées. La conversation ne se déroulait visiblement pas comme prévu. D'accord, dit finalement Kevin, la voix crispée par une colère à peine contenue. Tu veux être têtu? Tu veux nous punir? Vas-y. Mais ne t'attends pas à ce qu'on revienne en rampant quand tu comprendras que tu n'y arriveras pas tout seul. Je n'attends plus rien de toi, dis-je doucement. C'est la chose la plus libératrice que j'ai apprise ces dernières 24 heures. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Après le coup de fil, la cuisine était paisible, baignée par la lumière matinale et le chant lointain des oiseaux. J'ai terminé mon café et suis sorti pour observer le jardin. Les pommiers étaient couverts de fruits, et les massifs de fleurs, bien que trop envahis par la végétation, témoignaient d'une planification minutieuse. Quelqu'un avait aimé cet espace autrefois,
avait perçu son potentiel et avait œuvré pour lui donner vie. Je me suis agenouillé dans la terre meuble et j'ai commencé à arracher les mauvaises herbes, mes mains se souvenant du rythme du jardinage des années précédant la mort d'Harold. Ce travail me semblait agréable, utile. Chaque mauvaise herbe arrachée était une petite victoire, une reconquête de quelque chose qui avait été négligé, mais pas détruit. À midi, j'avais nettoyé 2 massifs de fleurs et rempli une brouette de débris. Mon dos me faisait un mal de chien et mes mains étaient sales, ce qui me semblait honnête. J'étais en train de faire la vaisselle à l'évier de la cuisine lorsqu'une voiture s'est arrêtée dans l'allée. Par la fenêtre, j'ai vu Kevin et Louise sortir de leur BMW, le visage figé, avec la détermination de ceux qui venaient récupérer quelque chose qu'ils croyaient leur appartenir. Kevin portait son costume de tribunal, celui qui le faisait paraître plus âgé et plus autoritaire. Louise avait choisi sa tenue la plus classique, pensant sans doute que cela lui donnerait une impression plus sympathique. Ils se dirigèrent vers la porte d'entrée du pas mesuré de ceux qui avaient répété cette rencontre. Kevin frappa 3 balles sèches qui résonnèrent dans la maison. Je me séchai soigneusement les mains, me lissai les cheveux et me dirigeai vers la porte. Par le Judas, je les vis debout, raides, sur le porche, Louise serrant son sac à main comme un bouclier, Kevin consultant sa montre comme si on mesurait mon temps de réaction. J'ai ouvert la porte et je me suis tenu sur le pas de la porte, sans les inviter à entrer. Kevin, Louise. Je leur adressai un signe de tête avec la froideur polie dont je faisais preuve envers les démarcheurs. Maman, il faut qu'on parle, dit Kevin, sa voix emplie de l'autorité dont il faisait preuve au tribunal. Ça a assez duré. Vraiment? Je restais dans l'embrasure de la porte, la main sur le chambranle. Je pensais juste que ça commençait. Louise s'avança, son expression soigneusement agencée dans ce qu'elle pensait probablement être une inquiétude maternelle. Abigail, on s'inquiète pour toi. Ça ne te ressemble pas. Tu as raison, dis-je. L'ancienne moi se serait déjà excusée. L'ancienne moi aurait fait mes bagages, serait revenue vivre avec toi et aurait fait comme si la journée d'hier n'avait jamais eu lieu. Mais je ne suis plus elle. Tu es irrationnel, dit Kevin, visiblement à bout de patience. Tu te comportes comme un enfant. J'agis comme quelqu'un qui comprend enfin sa valeur. Il y a une différence. Ta valeur? Louise rit, mais son rire semblait forcé. Abigail, tu as 63 ans. Tu ne peux pas tout recommencer comme une jeune diplômée. Tu as besoin d'une famille. Tu as besoin de soutien. J'avais besoin de ma famille lorsque j'étais en deuil après la mort d'Harold. J'avais besoin de soutien lorsque j'étais perdu et effrayé. Ce que j'ai reçu, c'était de l'exploitation déguisée en charité. Le visage de Kevin devint rouge. Ce n'est pas juste. Nous t'avons ouvert notre maison. Nous avons pris soin de toi. Vous avez pris mon argent et m'avez donné une chambre. Vous avez pris mon travail et vous l'avez appelé obligation familiale. Vous avez pris mon indépendance et vous l'avez appelé soin. On ne t'a jamais forcé à faire quoi que ce soit, dit Louise d'une voix aiguë. Tu as proposé de participer aux dépenses. Tu voulais passer du temps avec les filles. Je voulais passer du temps avec les filles. Je voulais être utile. Je voulais avoir un sentiment d'appartenance. Vous avez transformé ces besoins en service bénévole. Je voyais la frustration grandir en eux deux, conscients que leurs tactiques habituelles ne fonctionnaient pas. Ils étaient venus ici pour récupérer un membre de leur famille rebelle, et non pour négocier avec quelqu'un qui avait découvert qu'elle avait toutes les cartes en main. Que veux-tu? Demanda finalement Kevin. De l'argent, des excuses? Dis-nous ce qu'il faudra pour arranger ça. J'ai regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu un inconnu portant le visage de Kevin. Le garçon que j'avais élevé, le jeune homme dont j'étais fier, avait été remplacé par quelqu'un qui calculait les relations en termes de coûts et d'avantages. Je veux que tu quittes ma propriété, dis-je doucement. Je veux que tu rentres chez toi et que tu expliques à tes filles que grand-mère ne les a pas abandonnées. Elle vient d'emménager dans sa propre maison, et je veux que tu ne me considères plus jamais comme un fardeau. Le silence s'étendit entre nous comme un gouffre. Kevin ouvrit la bouche pour parler, puis la referma. L'expression soigneusement posée de Louise se brisa, révélant la fureur qui l'habitait. D'accord, dit finalement Kevin. Tu veux être seul? Tu veux exclure ta famille de ta vie? Vas-y, mais ne nous appelle pas quand tu réaliseras tout ce que tu as gâché. Ils se retournèrent et retournèrent à leur voiture avec la dignité rigide de personnes qui venaient d'être renvoyées. Je les ai regardés s'éloigner,
leur BMW disparaissant au coin de la rue comme un point à la fin d'une phrase. J'ai fermé la portière et me suis appuyé contre elle, sentant le bois massif dans mon dos. Dehors, les pommiers bruissaient dans la brise, chargés de fruits qui mûriraient à leur rythme. Pour la première fois depuis des mois, j'étais exactement là où je voulais être. 3 semaines se sont écoulées dans un silence béni. Je me suis installé au rythme de la vie en solitaire, avec la facilité de me souvenir d'une langue oubliée. Chaque matin, je me réveillais avec la lumière du soleil qui entrait par mes fenêtres, je préparais mon café dans ma cuisine et je décidais comment j'allais passer mon temps. La maison réagissait à ma présence comme une plante qui reçoit de l'eau après une sécheresse, révélant son caractère tandis que je disposais les meubles et accrochais les tableaux. J'ai acheté une petite table à manger et je l'ai placée près de la fenêtre de la cuisine, d'où je pouvais observer les oiseaux pendant mon petit déjeuner. J'ai accroché la photo d'Harold sur la cheminée, pour enfin pouvoir contempler son visage sans le poids écrasant des attentes des autres concernant mon chagrin. J'ai planté des fleurs de fin de saison dans les massifs que j'avais défrichés. Leurs fleurs lumineuses se tournaient vers le soleil d'automne, comme de petits gestes de défi à l'hiver qui approchait. Mais c'était le silence qui me soutenait le plus. Personne ne demandait quand le dîner serait prêt. Personne ne calculait le coût de l'électricité que je consommais. Personne ne considérait ma présence comme une déduction fiscale. Le silence était si profond que je me retrouvais parfois à retenir mon souffle, craignant de le perturber. Un mardi matin, alors que j'étais les chrysanthèmes, j'entendis des pas sur l'allée. Par le portail du jardin, j'aperçus une jeune femme qui s'approchait. La trentaine, avec les cheveux noirs de Kevin et le regard doux d'Harold. Il m'a fallu un instant pour reconnaître Alexis, ma belle-fille issue du premier mariage d'Harold. Je ne l'avais pas revue depuis les funérailles, 4 ans plus tôt. Elle vivait à Seattle, travaillait pour une entreprise technologique, m'envoyait toujours des cartes d'anniversaire attentionnées, mais gardait poliment nos distances. Harold craignait que ses enfants issus de son premier mariage se sentent mis à l'écart par notre mariage, même si j'avais essayé de les inclure autant que possible. Abigail, appelait-elle doucement, comme si elle craignait que je disparaisse comme de la fumée. Je me redressai et retirai mes gants de jardinage. Alexis, c'est inattendu. Elle se tenait devant le portail, l'incertitude gravée sur son visage. J'espère que ça ne te dérange pas que je vienne. J'ai essayé d'appeler Kevin pour avoir ton numéro, et il m'a dit des choses. Je voulais entendre ta version. J'ai étudié son visage, à la recherche de signes de jugement ou de manipulation, mais je n'ai trouvé qu'une véritable inquiétude. Qu'est-ce que Kevin t'a dit? Que tu avais eu une sorte de dépression nerveuse? Que tu avais déménagé sans prévenir et que tu refusais de parler à ta famille. Il a donné l'impression que tu... Elle marqua une pause, cherchant les mots justes, comme si tu traversais une crise psychologique. Je sentais la colère familière monter en moi, mais elle était différente maintenant. Plus nette, plus concentrée. Et toi, qu'en penses-tu? Alexis regarda le jardin, admirant les fleurs fraîchement plantées, les haies soigneusement taillées, l'ordre paisible que j'avais créé. Je te trouve plus belle que jamais. Cet endroit te va à ravir. Quelque chose se détendit dans ma poitrine. Veux-tu un café? Nous étions assis dans ma petite cuisine, la lumière de l'après-midi dessinant des motifs géométriques sur la table entre nous. Alexis tenait sa tasse à 2 mains, comme pour en tirer une chaleur agréable, et m'écoutait lui dire la vérité. Je n'avais rien oublié, la cruauté des involtes, l'exploitation financière, la séance de planification que j'avais surprise et qui avait brisé mes dernières illusions sur le caractère de mon fils. Mon Dieu, dit-elle quand j'eus fini. Je savais que Kevin pouvait être calculateur, mais je ne pensais pas qu'il te traiterait comme ça. Comment as-tu su que je me trouvais ici? Je me souviens que papa parlait de cet endroit. Il était fier de l'avoir acheté. Il disait que c'était ton filet de sécurité si jamais il lui arrivait quelque chose. Elle sourit tristement. Il s'inquiétait pour toi, tu sais, il disait que tu étais trop confiant, trop enclin à voir le meilleur chez les gens. Il avait raison. Peut-être. Ou peut-être que tu t'attendais simplement à la même gentillesse de la part des autres que celle que tu leur accordais sans compter. Ce n'est pas un défaut de caractère, Abigail. J'ai regardé cette jeune femme qui avait toutes les raisons de m'en vouloir. J'avais épousé son père alors qu'elle se remettait encore du divorce de ses parents, mais elle avait fait 6 heures de route depuis Seattle pour prendre de mes nouvelles. Sa générosité m'a serré la gorge. Pourquoi es-tu venu? Vraiment? Alexis resta silencieuse un long moment, les yeux rivés sur son café.
Parce que papa t'aimait. Parce que, avant sa mort, tu l'avais rendu plus heureux que je ne l'avais jamais vu. Et parce que... Elle marqua une pause, me regardant dans les yeux. Parce que Kevin m'a appelé pour me demander si j'étais au courant de l'argent que papa aurait pu t'avoir laissé. Il semblait très intéressé par ta situation financière. Le café s'est transformé en acide dans ma bouche. Que lui as-tu dit? Rien, parce que je ne sais rien de précis. Mais vu la façon dont il me l'a demandé, ce n'était pas pour ton bien-être. C'était autre chose. Je posai ma tasse avec une précision méticuleuse. Qu'a-t-il dit exactement? Il voulait savoir si papa avait déjà mentionné d'autres comptes, s'il y avait des actifs dont tu ignorais l'existence. Il disait craindre que tu sois exploité par des conseillers financiers ou des escrocs. Il se présentait comme le fils protecteur qui veille sur sa mère naïve. La rage qui m'envahissait était brûlante et lucide. Kevin ne se contentait pas de m'avoir fait fuir. Il continuait à élaborer des stratégies, à chercher des moyens de tirer profit de notre relation. Le fait qu'il tente de manipuler Alexis pour qu'elle l'aide à accéder à mes finances était d'une audace époustouflante. Il y a autre chose, dit doucement Alexis. Comme je refusais de lui donner des informations, il s'est mis en colère. Il a dit que tu avais toujours été la préférée d'Harold, que tu l'avais probablement manipulé pour qu'il te quitte plus que tu ne le méritais. Je fermai les yeux, sentant le dernier fil fragile de l'affection maternelle se briser net. Kevin n'avait pas seulement été insensible ou irréfléchi. Il avait calculé dès le début, probablement dès la mort d'Harold. Chaque geste de gentillesse, chaque geste de devoir filial avait été un investissement dans ce qu'il pensait lui arriver. « Abigail, ça va ?» J'ouvris les yeux et vis Alexis m'observer avec inquiétude. « Je vais bien. Je vais même mieux que bien. Votre visite a été très éclairante. Que allez-vous faire? Que allais-je faire? » La question flottait entre nous, lourde de possibilités. Pendant des semaines, j'avais réagi à la trahison de Kevin, me protégeant, établissant des limites. Mais j'avais été trop mesquine, trop défensive. Je vais vivre ma vie, ai-je finalement dit. Je vais arrêter de laisser les autres dicter ma valeur, et je vais m'assurer que Kevin comprenne exactement ce qu'il a gâché. Alexis sourit, le premier vrai sourire que je voyais depuis son arrivée. Bien. Papa serait fier de toi. Après son départ, me promettant de rester en contact et de revenir bientôt, je me suis assis dans la pénombre et j'ai examiné mes options. Kevin pensait pouvoir manipuler Alexis pour qu'elle l'aide à accéder à mon argent. Il me prenait pour une vieille femme naïve qui avait besoin d'être protégée des prédateurs financiers. Il pensait pouvoir faire passer mon indépendance pour une dépression nerveuse et se positionner comme le fils inquiet. Il m'avait complètement sous-estimé. Je suis allé dans la chambre et j'ai sorti la boîte en bois qui contenait les lettres d'Harold de notre relation. Caché dans le double fond, sous les enveloppes décolorées, se trouvait quelque chose que Kevin n'aurait jamais pensé à chercher. Quelque chose qu'Harold avait insisté pour que je garde malgré mes protestations, l'acte de propriété de la maison où nous avions vécu ensemble pendant 37 ans. Harold m'en avait discrètement transféré la propriété 5 ans avant sa mort, dans le cadre de sa planification successorale minutieuse. Kevin pensait vivre dans la maison de son enfance, celle qui lui reviendrait naturellement en tant que fils survivant. Il ignorait totalement qu'il vivait chez moi, qu'il payait les charges de ma propriété et qu'il effectuait des travaux de rénovation sur mon bien immobilier. Je ne l'avais jamais mentionné, car cela me semblait inutile, voire cruel. Kevin adorait cette maison, y avait grandi et y avait naturellement des droits affectifs. J'avais supposé que j'y vivrais le reste de mes jours et que je la lui léguerais par testament, mais j'avais appris que les suppositions étaient dangereuses. J'ai décroché le téléphone et composé le numéro de James Foster. James, c'est Abigail. J'ai besoin de discuter de quelques questions immobilières. Bien sûr. En quoi puis-je vous aider? La maison de Maple Street, celle où habite Kevin. J'aimerais explorer les options qui s'offrent à moi concernant l'occupation actuelle. Un silence. Abigail, es-tu certaine de cette direction? Je suis certaine que mon fils croit pouvoir manipuler ma belle-fille pour qu'elle accède à mes informations financières. Je suis certaine qu'il raconte que je suis en pleine dépression nerveuse plutôt que d'admettre qu'il m'a fait fuir par cupidité. Je suis certaine qu'il me considère toujours comme une ressource à gérer plutôt que comme une personne à respecter. Je vois. Qu'est-ce que tu avais en tête? J'aimerais comprendre les exigences légales en matière d'expulsion des locataires qui n'ont pas payé leur loyer. Un autre silence, plus long cette fois.
Abigail, si Kevin ne sait pas que tu es propriétaire de la maison. Il ne le sait pas. Harold s'est occupé de toutes les formalités administratives et Kevin n'a jamais posé de questions sur la propriété. Il pensait vivre dans la maison de son père. Ça risque d'être compliqué. Mis à part les liens familiaux, tu serais dans ton droit. Mais James, je ne demande pas de conseils sur les relations familiales. Je demande des conseils sur le droit de propriété. Dans ce cas, s'il n'y a pas de bail officiel et de loyer payé, vous pourriez donner un préavis de 30 jours pour quitter les lieux. Passé ce délai, s'ils ne partent pas volontairement, vous devrez déposer une demande d'expulsion officielle. Et si je voulais simplement vendre la propriété? Tu pourrais le faire à tout moment, mais tu devrais quand même prévenir les occupants actuels. Par la fenêtre de la cuisine, je regardais les pommiers, chargés de fruits enfin prêts à être cueillis. La lumière du soir éclairait les pommes rouges comme de petites lanternes, belles et parfaites, exactement à leur place. Merci, James. Je te recontacterai bientôt. J'ai raccroché et me suis assise dans l'obscurité grandissante, sentant quelque chose se poser dans ma poitrine comme une clé qui tourne dans une serrure. Kevin voulait jouer avec ma sécurité, ma réputation, mes relations. Il voulait me traiter comme un problème à résoudre plutôt que comme une personne à aimer. Demain, il apprendrait ce que l'on ressent lorsqu'on remet en question sa propre sécurité. Demain, il découvrirait que la maison qu'il avait tant voulu agrandir en m'enlevant ne lui appartenait pas du tout. Demain, Kevin apprendrait le véritable prix à payer pour avoir traité sa mère de fardeau. L'avis d'expulsion est arrivé un mardi matin, livré par courrier recommandé pour garantir qu'il n'y ait aucun doute quant à sa réception par Kevin. J'avais passé 3 jours à peaufiner le texte avec l'aide de James, veillant à ce que chaque mot soit juridiquement précis et émotionnellement dévastateur. Avis de quitter les lieux. À Kevin Carter et Louise Carter, ainsi qu'à tous les autres occupants du 428 rue Maple, vous êtes par la présente avisés de quitter les lieux et de les remettre à Abigail Maloney, propriétaire, dans un délai de 30 jours. J'imaginais le visage de Kevin en lisant ces mots. Abigail Maloney, la propriétaire. J'éprouvais une satisfaction si pure qu'elle en était presque spirituelle. Au bout d'1 heure, le téléphone s'est mis à sonner. J'étais au jardin en train de récolter les dernières tomates tardives quand je l'ai entendu par la fenêtre ouverte de la cuisine. Je le laisse sonner 10 fois avant d'entrer, en m'essuyant les mains sur mon tablier avec une lenteur délibérée. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La voix de Kevin était étranglée par l'incrédulité et la rage. Cet avis dit que tu es propriétaire de la maison. C'est impossible. Bonjour, Kevin. J'espère que vous avez reçu les documents légaux. C'est une erreur. Papa m'a laissé cette maison. J'y vis depuis 15 ans, depuis la fac. C'est ma maison. En fait, c'est ma maison. Ton père m'en a transféré la propriété en 2020. Cela fait partie de sa planification successorale. J'ai l'acte de propriété si tu veux le voir. Le silence dura si longtemps que je crus qu'il s'était évanoui. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était creuse. Tu mens. Je ne le suis pas. James Foster a tous les documents, si vous souhaitez les vérifier auprès de votre avocat. Cependant, je suppose que vous devrez d'abord trouver un autre endroit où exercer le droit, car votre bureau actuel ne sera plus disponible dans 30 jours. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas jeter ta famille à la rue. J'ai ri et le son m'a surpris par sa légèreté. Je ne jette personne à la rue, Kevin. Je reprends simplement mon bien aux locataires qui ne paient pas de loyer. Des locataires qui, si je me souviens bien, me trouvaient trop lourd à porter pour continuer à me loger. Nous étions justes. Tu as mal compris ce que tu as entendu. Vraiment? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Vous avez dit, et je cite, « Ma mère, je ne peux pas continuer à la porter. C'est un fardeau. » Louise a suggéré une résidence assistée pour que vous ayez plus d'espace. Vous avez tous les deux ri de l'idée de transformer ma chambre en bureau à domicile. Nous n'étions pas sérieux à propos d'eux. Vous avez été assez sérieux pour faire des recherches sur les installations. Assez sérieux pour discuter de ma situation financière avec ma belle-fille. Assez sérieux pour essayer d'obtenir des informations sur les biens auxquels vous pensiez pouvoir accéder. Assez sérieux pour dire aux gens que je fais une dépression nerveuse plutôt que d'admettre que votre cupidité m'a fait fuir. Encore un long silence. J'entendais la voix de Louise en arrière-plan, stridente et exigeante. Leur vie parfaite s'effondrait en un instant, et je me rendais compte que je n'avais plus aucune compassion à leur offrir.
Maman, s'il te plaît, asseyons-nous et discutons de ça de manière rationnelle. Il doit bien y avoir une solution. Si. Vous avez 30 jours pour trouver un autre logement. Je mets la maison en vente. Tu la vends? Sa voix était éraillée comme celle d'un adolescent. Cette maison, c'est mon histoire. J'y ai grandi. C'est là que papa et moi jouions à la balle dans le jardin. C'est là que tu m'as appris à faire du vélo. Tu ne peux pas vendre mon enfance comme ça. La manipulation émotionnelle était si transparente qu'elle en était presque insultante. Ce ne sont pas tes souvenirs d'enfance qui sont vendus, Kevin. C'est le bâtiment qui est vendu. Et comme tu as trouvé si facile d'effacer mes 43 ans de souvenirs quand tu as décidé que j'étais gênant, je suis sûr que tu t'adapteras. Que veux-tu? De l'argent? Des excuses officielles? Dis-moi ce qu'il faut faire pour arranger ça. C'est irréparable, Kevin. On ne peut pas défaire un gâteau. Et on ne peut pas oublier le moment où son enfant ne voit en vous qu'un fardeau financier. Je n'ai jamais voulu dire. Tu pensais exactement ce que tu as dit. La seule chose que tu regrettes, c'est que je l'ai entendu. Louise avait apparemment arraché le téléphone à Kevin parce que soudain sa voix sifflait dans mon oreille. Toi, vieux vindicatif. Tu détruis notre famille par méchanceté. Louise, dis-je calmement. Je prends simplement les mêmes décisions pratiques que toi et Kevin avez prises à mon sujet. Je pense à ce qui est le mieux pour chacun. Comme tu me l'as appris. Vous ne pouvez pas nous jeter dehors. Nous avons des enfants. Où sommes-nous censés aller? Je suis sûr que vous trouverez une solution. Vous êtes tous les deux des adultes intelligents et compétents, avec de bons emplois. J'ai entièrement confiance en votre capacité à subvenir aux besoins de votre famille sans dépendre de ma charité. Votre charité? Nous ne vous l'avons jamais demandé. Nous vous avons ouvert notre maison. Vous m'avez ouvert ma maison et m'avez fait payer un loyer. Il y a une différence. Kevin avait repris le contrôle du téléphone. Maman, les filles ont besoin de stabilité. Emma est en CE2. Cynthia vient d'entrer en maternelle. Tu ne peux pas les déraciner en plein milieu de l'année scolaire. Je ne déracine personne. C'est toi qui le fais. Tu as choisi de me traiter comme un objet jetable. Alors maintenant, tu vas pouvoir ressentir ce que signifie être jeté. Ce n'est pas toi qui parles. Ce n'est pas toi qui es. Tu as raison. La femme que tu connaissais se serait déjà excusée, aurait cédé et aurait trouvé un moyen de mettre tout le monde à l'aise à ses dépens. Mais elle est partie, Kevin. Tu l'as tuée en la traitant de fardeau. Je l'entendais pleurer, de vraies larmes, et je n'éprouvais qu'une satisfaction froide. Où était cette émotion quand il planifiait mon exil? Où étaient ces larmes quand il riait de la transformation de ma chambre? S'il vous plaît, murmura-t-il. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai eu tort. J'ai été horrible. Donnez-moi juste une chance de réparer ça. Kevin, sais-tu ce qu'il y a dans le coffre-fort derrière le mur de ta chambre? La question sembla le prendre au dépourvu. Quel coffre-fort? Celui que ton père a installé derrière le placard de la chambre principale. Celui caché derrière le faux panneau qu'il a fabriqué lui-même. Je ne sais pas de quoi tu parles. Cherche-le. Quand tu l'auras trouvé, appelle-moi. J'ai raccroché et suis retourné au jardin, le laissant avec cette énigme à résoudre. Le soleil de l'après-midi me réchauffait le visage tandis que je continuais à cueillir des tomates. Chaque fruit rouge était une petite victoire contre l'hiver qui approchait. Le téléphone a sonné à nouveau 2 heures plus tard. Je l'ai trouvé. La voix de Kevin était à peine audible. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Des lettres, des dizaines, toutes adressées à toi. De qui? De moi. De l'époque où j'étais à l'université, à la faculté de droit et où j'ai commencé à exercer. Des mots de remerciement, des cartes d'anniversaire, des lettres te disant combien j'étais reconnaissant pour tout ce que tu avais fait pour moi. Je fermais les yeux, me souvenant qu'Harold les avait tous conservés. Chaque bout de papier témoignant de l'amour et de la gratitude de Kevin. Il m'avait dit un jour qu'un jour j'aurais peut-être besoin qu'on me rappelle les bons moments. Le garçon qu'il était avant que l'ambition et le sentiment de prétention n'endurcissent son cœur. Il y a autre chose, continua Kevin, la voix brisée. Une lettre de papa, adressée à nous deux. Lis-le. Mes très chers Abigail et Kevin, commença-t-il, puis s'arrêta.
Je ne peux pas. Je ne peux pas lire ça. Lis-le, Kevin. Il s'éclaircit la gorge et recommença. Mes très chers Abigail et Kevin, si vous lisez ceci, c'est que quelque chose ne va pas entre vous. Et Abigail a été forcée de révéler le coffre-fort que j'espérais qu'elle n'aurait jamais besoin d'ouvrir. Kevin, ta mère est la femme la plus forte et la plus généreuse que j'ai jamais connue. Elle t'a élevé pour être meilleure que ça. Abigail, tu n'es pas, et tu n'as jamais été, un fardeau pour quiconque t'aime vraiment. Vous êtes un cadeau, tous les deux. Souviens-toi de qui vous étiez l'un pour l'autre. Souviens-toi que l'amour n'est pas une transaction, et que la famille n'est pas un arrangement commercial. Kevin, ta mère mérite ton respect, pas ton ressentiment. Abigail, tu mérites un fils qui voit ta valeur, pas ta faiblesse. Je prie pour que vous retrouviez le chemin l'un vers l'autre. Mais je comprends que certains ponts aient été trop profondément détruits pour être reconstruits. Toute mon affection, Harold. Le silence qui suivit fut profond, rempli du poids de la sagesse d'un homme mort et de la douleur d'une femme vivante. Maman, murmura Kevin, utilisant un nom qu'il ne m'avait pas donné depuis des années. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Assis dans ma cuisine, baigné par la lumière dorée de la fin d'après-midi, je sentais ma colère s'évaporer. Ce qui restait, ce n'était pas le pardon. Cela prendrait du temps, s'il venait, mais autre chose. La paix, peut-être, ou simplement la satisfaction d'une justice servie froidement et intégralement. Je sais que tu le hais, Kevin, mais s'excuser ne rétablit pas la confiance. Être désolé n'efface pas la cruauté désinvolte ni l'exploitation calculée. Être désolé n'est qu'un mot qu'on utilise quand les conséquences arrivent enfin. Que puis-je faire? Dites-moi ce que je peux faire pour résoudre ce problème. Tu peux trouver un autre endroit où vivre. Tu peux apprendre à te débrouiller seul sans mon soutien. Tu peux apprendre à tes filles que l'amour ne dépend pas de la commodité. Et puis, peut-être qu'un jour, nous pourrons discuter de ce qu'il reste à sauver entre nous. Mais pas aujourd'hui, Kevin. Aujourd'hui, tu as 28 jours pour trouver un nouveau logement. 2 mois plus tard, je me trouvais dans ma maison vide de Maple Street, regardant les camions de déménagement emporter les dernières affaires de Kevin. Les acheteurs, un jeune couple avec un jeune enfant, prendraient possession des lieux la semaine suivante. Ils étaient tombés amoureux du jardin, de la lumière de l'après-midi dans la cuisine, et de l'histoire ancrée dans les murs. J'ai traversé les pièces vides une dernière fois, mais pas résonnant dans les espaces qui avaient abrité 40 ans de ma vie. Dans la chambre principale, le faux panneau derrière le placard était ouvert. Le coffre-fort était désormais vide, à l'exception de la poussière et des souvenirs. Dehors, Kevin chargea le dernier carton dans son camion de location. Il paraissait plus vieux, épuisé par 2 mois de recherche d'appartements et de demandes de prêts immobiliers, et par la lente prise de conscience que le filet de sécurité qu'il tenait pour acquis avait disparu à jamais. Il s'approcha de moi dans l'allée, les mains enfoncées dans ses poches. « Maman, dit-il doucement. La maison s'est vendue plus cher que je ne l'aurais cru. C'est un bon quartier, avec de bonnes fondations. Que vas-tu faire maintenant ?» Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu des éclairs du garçon qu'il avait été, du jeune homme dont j'avais été fier, enfoui sous l'étranger qu'il était devenu. Je vais voyager. Je pense prendre des cours de danse. J'apprendrai peut-être à peindre. Veux-tu nous dire où tu es? Les filles demandent de tes nouvelles. Je t'enverrai des cartes postales, ai-je dit. Et quand tu seras prêt à discuter de respect plutôt que de commodité, tu auras mon numéro. Il hocha la tête, les larmes menaçant. Je t'aime, maman. Je sais que je n'ai plus le droit de te le dire, mais je t'aime. Je t'aime aussi, Kevin. C'est pour ça que ça fait si mal. Il est parti sans se retourner, son camion disparaissant au coin de la rue, vers un avenir incertain qui l'attendait. Je suis resté dans l'allée jusqu'à ce que le bruit de son moteur s'éteigne, puis j'ai marché jusqu'à ma voiture et je suis rentré chez moi à Millbrook. Le studio de danse n'était qu'à 20 minutes. D'après leur site web, ils proposaient des cours pour les seniors tous les mardis et jeudis soirs. Le professeur s'appelait Carlos, un veuf qui avait commencé à danser après le décès de sa femme pour se souvenir de ses joies. J'avais appelé ce matin-là et m'étais inscrit au cours pour débutants. À 63 ans, j'étais enfin prêt à apprendre quelque chose de nouveau.